L'Afrique enregistre 35 milliards de dollars d'importation nette de denrées alimentaires par an, un chiffre qui devra atteindre 110 milliards de dollars à l'horizon 2025, si les tendances actuelles persistent. En cultivant ce que nous ne consommons pas et en consommant ce que nous ne cultivons pas, l'Afrique est en train de ruiner ses zones rurales, exporte ses emplois, affaiblit les revenus des agriculteurs et perd sa jeunesse qui préfère émigrer d'elle-même vers l'Europe ou d'autres horizons. Imaginez ce que l'Afrique pourrait donc faire de ces 35 milliards de dollars par an si elle se nourrissait elle-même. Cela suffirait à électrifier tout le continent. Et oui, et 110 milliards de dollars d'économies annuelles sur les importations alimentaires suffirait à combler tous les déficits d'infrastructures en Afrique. Nous devons donc penser autrement. L'Afrique produit donc 75% du cacao mondial, mais ne perçoit que 2% des 100 milliards de dollars par an générés par le marché du chocolat. Si le prix du cacao peut baisser, celui du chocolat, jamais. Le prix du coton peut baisser, mais celui des produits textiles et des vêtements, jamais. En 2014, l'Afrique n'a tiré qu'1,5 milliard de dollars de ses exportations de café. Or, l'Allemagne, un acteur de premier plan de la transformation du café, a gagné, quant à elle, quasi le double grâce à ses réexportations. Ces propos sont d'Aki Wumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus à cette autre édition du travail consacré à la terre sur Afrique Média Agripan, réalisé avec le concours de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs Ardic, en partenariat avec la Voie Agré, initiative d'accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole. Ce soir, nous parlerons du symposium international sur le Made in Africa qui se tient ce mois de février dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Nous parlerons aussi de l'état de la grippe aviaire au Cameroun, tout comme il sera question ce soir de la promotion de l'agriculture biologique. Les réponses aux questions de nos téléspectateurs seront également à l'ordre du jour ce soir. Restez donc à l'écoute et pour ceux qui voudraient intervenir, vous connaissez le principe, vous composez les numéros qui vont s'afficher dans quelques instants au bas de votre petit écran pour nous faire part de vos contributions. Voilà donc pour les grandes articulations de cette édition d'Agripan. Mais qui sont alors nos invités? Ce sont des ingénieurs agronomes. Je voudrais commencer par Emmanuel Genzeko, qui est un consultant en agriculture et développement rural. C'est un ingénieur agronome. Bonsoir, très bonne et heureuse année, bienvenue. Bonsoir, Louis Roger. Mes meilleurs voeux pour tous les Africains, pour tous ceux qui nous écoutent très souvent dans cette émission. Un autre ingénieur agronome, mais cette fois-là, c'est le PDG de Biotropical SA. Il y a une bonne nouvelle dans l'air. Il est devenu le propriétaire de son entreprise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tout le monde et heureux de vous retrouver. Très bonne année aux téléspectateurs d'Afrique Média. Voilà, le sourire retrouvé, certainement un autre sourire pour le président Bernard Djongan, qui est déjà pratiquement en campagne électorale. La présidentielle au Cameroun a été annoncée pour 2018 et vous êtes candidat avec vos 40 mesures pour faire décoller le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Merci Louis Roger. 2018, enfin, serait-on tenté de dire. Et nous espérons que ce sera la bonne année. C'est-à-dire, je souhaite la bonne année en espérant que 2018 sera la bonne année. La bonne année. Vous me comprenez, Louis Roger? Je vous comprends très bien. Où ok, merci. Du côté du palais d'Etoudi pour mettre en pratique toutes ces 40 mesures que vous avez énumérées pour faire décoller le Cameroun en 5 ans. En 5 ans, avec l'agriculture, il faut préciser, voilà. Avec l'agriculture, 40 mesures. Et autant vous le dire, il ne s'agit pas d'une blague. Parce que 5 ans, c'est vite passé. Et c'est aussi vite passé de mesurer si nous sommes dans du vrai ou dans du faux, quand nous proposons 40 mesures pour faire décoller le Cameroun en 5 ans avec l'agriculture. Voilà donc nos invités, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Nous allons commencer tout de suite par parler du symposium international sur le Made in Africa. Les présidents
de la CEMAC récemment en N'Djamena avait mis un accent particulier sur la promotion de ce Made in Africa, c'est que les Africains produisent et ils doivent donc les valoriser. Et c'est pour cela, Bernard, que vous organisez dans quelques semaines du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, ce symposium international sur Made in Africa. Alors, pourquoi un tel symposium? Juste pour... Non, mais écoutez, une belle question, lui, Roger. Oui. Et je suis extrêmement content que cette question me soit posée sur, ce podium ou bien sur ce plateau. Je m'en excuse. Parce que souvenez-vous, il y a de cela, je crois, 3 mois, nous nous sommes élevés, mais avec force, contre l'implantation du supermarché Carrefour ici au Cameroun. Dans les réseaux sociaux, nous avons essayé d'expliquer pourquoi nous étions opposés à l'implantation de Carrefour au Cameroun. Et dans la même occasion, nous avons brandi pour soutenir notre position l'étude que nous avions menée à l'époque, dans laquelle il était démontré que dans la plupart des supermarchés qu'on avait au Cameroun, il n'y avait que 2% des produits locaux. Ça, c'est ce que nous avons évoqué à l'époque. Donc, 2% des produits locaux et les 98%, de toute évidence, c'était des produits importés. Alors, nous nous sommes dit, on ne peut pas être en train de se battre pour promouvoir la production en milieu rural en laissant ce qui est considéré comme marché domestique être occupé par les produits qui sont importés. Ça veut dire que notre développement, quel que soit le cas, sera hypothéqué quelque part. Donc, on pousse les gens à produire, ils n'auront pas de marché parce que les importations occupaient le marché en ville. Pire, ce marché qui était occupé en ville captait les ressources de la classe moyenne, dont la jeune classe, qui, pour des raisons de snobisme, vont dans les hypermarchés. Ça, c'était les éléments qui nous permettaient de soutenir cette orientation. Mais voyez-vous, très vite, en prenant du recul, nous avons compris que tirer sur les supermarchés ne servait absolument à rien. Parce qu'en réalité, en discutant avec elles, il faut quand même le dire. Nous avons eu à discuter avec sans aucune publicité, lui, Roger. On a discuté avec les responsables de Casino au Cameroun, on a discuté avec les responsables de Carrefour au Cameroun, et on a discuté avec les responsables de Dove, de Santa Lucia et Super U. Ils nous ont laissé comprendre que, écoutez, nous sommes des commerçants. Et nous sommes prêts à vendre n'importe quel genre de produit pourvu qu'on nous les serve en quantité et en qualité suffisante. Malheureusement, nos producteurs ne sont pas encore aujourd'hui à la hauteur de pouvoir satisfaire cette exigence. Donc en réalité, la faute n'était pas de ces supermarchés. Donc notre orientation, l'orientation de notre plaidoyer pour la protection et la dynamisation des productions locales, c'était une orientation fausse. Et du coup, nous avons pensé qu'il était temps de changer de fusil d'épaule. On s'est donc dit, si tel est le cas, voyons dans quelle mesure on peut réunir tous les acteurs autour d'une table. Quand je parle d'acteurs, il faut bien qu'on se comprenne. Il s'agit des supermarchés, des pouvoirs publics, des producteurs, des consommateurs, des PME et PMI, qu'on les réunisse autour d'une table, qu'on discute de la promotion des produits locaux, qu'on dégage des éléments qui puissent favoriser la promotion de ces produits par l'un ou l'autre des dépositaires d'enjeux. Parce que vous conviendrez avec moi que la responsabilité des pouvoirs publics est engagée dans la dynamisation des produits locaux, en ceci que c'est au niveau de ces pouvoirs publics qu'on définit les règles de fiscalité, les règles administratives, qu'on définit aussi les types d'appui qu'il faut accorder aux producteurs. Donc, les pouvoirs publics, à nos yeux, deviennent un dépositaire d'enjeux. Il y a les législatifs, parce qu'ils votent les lois. La loi sur le commerce, la loi sur X, Y, Z, ils prennent des décisions. Maintenant, il y a surtout les producteurs. Parce qu'il est bien facile de dire qu'il y a les petits producteurs en milieu rural, qu'il faut les protéger. Mais le monde change, le monde évolue. Nous croyons qu'il est temps pour que même au niveau de ces petits producteurs, qu'ils comprennent que le monde change et que les consommateurs ont le droit d'exiger ce qu'eux, ils mangent. Et il revient aux producteurs de pouvoir respecter ce choix. Donc les producteurs ont leur part de responsabilité. Et que dit des consommateurs? Les consommateurs sont des Camerounais. On peut bien imaginer que lorsque vous entrez dans un supermarché, lorsqu'on vous propose, on peut vous proposer le poulet produit localement à côté du poulet importé, vous pouvez choisir de consommer le poulet produit localement parce que vous savez d'où il vient, ça c'est un.
mais parce que vous avez aussi conscience que le fait que vous achetez ce poulet, ça améliore les conditions de vie d'un autre Camerounais qui se trouve dans l'arrière-pays. Donc les consommateurs ont leur part de responsabilité. Les PME et PMI, on se plaint qu'elles font montre d'un amateurisme exagéré. Bon, je pense que Jean-Pierre de Biotropical, il va peut-être me contredire parce que ses produits sont de très bonne qualité. Mais pour la plupart, en termes de quantité et de qualité, nos PME et PMI ne sont pas à même de fournir ce que demandent ces supermarchés. Donc, elles aussi, elles ont leur part de responsabilité. Et vient enfin les supermarchés. Donc, nous avons donc décidé d'organiser un symposium international qui permette à tous ces acteurs de se retrouver autour d'une table, qu'ils réfléchissent sur comment faire pour améliorer les conditions de présentation et la quantité des produits locaux dans les circuits de distribution qui existent dans nos pays. Pour ne pas être camerounais, comme on dit souvent, le symposium s'est voulu être un symposium international parce que la plupart des problèmes que nous vivons en ce qui concerne la promotion des produits locaux, ce sont les mêmes problèmes qui sont vécus dans les pays voisins et dans les pays des autres régions d'Afrique noire. On a donc élargi le symposium à ces autres pays parce que dans ces pays, autant ils vivent les mêmes problèmes, autant ils ont des petites initiatives PME et PMI qui essayent d'émerger et qui font des choses. Donc le symposium, pour nous, a été considéré comme le lieu où on peut discuter pour qu'on en sorte gagnant-gagnant. Les supermarchés peuvent exister parce que sur un certain nombre d'aspects, ces supermarchés créent de l'espace pour la promotion et pour la commercialisation des produits locaux. Donc ça a quelque chose de positif. Mais il faut qu'elles restent. Ces supermarchés restent. Mais il faut que ces supermarchés, au lieu qu'on en soit encore à 2% des produits locaux, qu'ils envisagent d'augmenter le pourcentage des produits locaux qu'ils présentent dans ces supermarchés. Ça devient du gagnant-gagnant. Même chose pour la production. Ça, c'est l'esprit de ce symposium. J'ai vu Jean-Pierre qui a secoué la tête, peut-être qu'il voulait dire un mot par rapport à ce symposium, parce que c'est un des acteurs, ce sera un des animateurs de ce symposium qui est envisagé, et il a une très bonne expérience en ce qui concerne la promotion, en ce qui concerne les efforts de transformation des produits locaux. Alors, Jean-Pierre, il est donc question d'organiser ce symposium international sur le Made in Africa. Vous êtes le président directeur général de Biotropical S, le roi du bio d'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous allez vraiment mettre dans les rayons de ces supermarchés-là comme produits africains, comme ces produits Made in Africa? On aura quoi? Des pommes de terre, des tomates, des cerises? Dites-nous, puisque c'est un événement qui est très attendu. En effet, c'est un grand événement. Il serait souhaitable que cet événement se reproduise quasiment tous les ans et que les thématiques développées dans cet événement, le symposium, soient spécialement conçues dans l'esprit de promouvoir réellement l'émergence d'une consommation responsable de produits Made in Africa. Alors le Made in Africa, c'est une grande ambition parce qu'aujourd'hui, le Made in Africa aura du mal, lorsqu'il est à Libreville, de mettre sur les rayons les produits de Dakar et du Sénégal. Il aura du mal, lorsqu'on est à Abidjan, de mettre sur la table les produits qui viennent du Tchad ou de Centrafrique, parce que finalement, on peut toujours claironner que nous avons envie de promouvoir le Made in Africa, mais nous avons en même temps un certain nombre de pesanteurs sur le plan législatif, comme venait de le souligner Bernard, qui finalement empêchent cette grande initiative, cette grande réalité d'exister. Maintenant, Bernard a dit beaucoup de choses intéressantes, mais je voudrais juste relever qu'il est très très difficile de faire changer les habitudes de consommation qui ont été, à mon avis, organisées et relativement imposées de manière subliminale, de manière astucieuse à l'ensemble des populations d'Afrique. Il s'agit ici de nourriture. Mais au-delà de nourriture, il y a la culture. Il y a une sorte de dépendance vis-à-vis de la nourriture du monde, au détriment des nourritures africaines qu'on a considérées comme étant des nourritures de second ordre. Maintenant, la question même, parce que les supermarchés disent de manière relativement peu sincère
qu'ils seraient prêts à organiser la mise en rayon des produits made in Africa. Mais ils nous mentent. Je vais vous expliquer pourquoi ils nous mentent. En réalité, lorsqu'on veut organiser la présence d'une chaîne de valeur durable dans un supermarché, on n'attend pas de construire la chaîne de valeur aux portes du supermarché. On se déploie dans les campagnes et on y organise une production agricole de qualité qu'on va après ramener en produits agricoles transformés de qualité. Après, il y a un autre travail qui doit être fait. C'est le travail de l'intégration dans le Codex Alimentarius, qui est en fait la Bible mondiale de l'alimentation, des normes africaines, des normes alimentaires africaines. Aujourd'hui, ces normes alimentaires africaines sont totalement absentes du Codex Alimentarius, parce que le Codex Alimentarius, qui est un outil, un instrument des Nations Unies pour la réglementation des normes au niveau mondial, fait une place de choix aux produits qui viennent du centre, c'est-à-dire de l'Occident, par rapport à ceux de la périphérie qui sont considérés comme des produits exotiques, des produits marginaux. Alors l'exotisme, tout dépend où on se place. Est-ce que nous, Africains qui sommes en Afrique, on va considérer comme exotiques nos produits, ou bien on va considérer que sont exotiques le camembert Normandie, le beurre baraté de Bretagne? Qu'est-ce qui est exotique finalement? Alors vraiment, de manière sérieuse, ce symposium est une excellente idée. Et c'est une idée qui doit être creusée davantage et qui doit permettre de réunir autour de la table. Je n'ai pas entendu parler des enseignants, ceux qui sont supposés transmettre aux enfants l'apprentissage du goût, la valorisation des produits du terroir dans toute leur complexité. Il faut ça. Et c'est tout ça qui va nous permettre de dire, OK, maintenant, parce que c'est trop facile, hein, et vous savez, celui qui commande en fait le développement des chaînes de valeur, c'est celui qui prend sa fourchette comme ça, la plante dans une assiette et porte un aliment à la bouche. Tu peux choisir de ramener la période de changement d'échelle de l'économie africaine rien qu'en décidant de consommer 70 à 80% chaque semaine de produits qui viennent d'un petit producteur tracé, c'est-à-dire quelqu'un dont on connaît le nom, d'une campagne africaine. Donc l'idée est bonne, il y a du travail à faire, nous allons nous y atteler. Voilà. Avant de revenir sur les enseignements, je voudrais qu'Emmanuel prenne la parole, lui qui est sur le terrain, parce qu'il faudrait bien évidemment que dans ces rayons de supermarché, que l'on puisse trouver donc les produits made in Africa, par exemple des épices, des pastèques, des patates, des macabos, des ignames, des tarots, du riz, j'en passe, les poireaux, céleri, persil et autres. Et il faudrait bien évidemment que les cultivateurs ou les petits producteurs soient encouragés, qu'il y ait des moyens de transport des transports de leurs produits vers ces centres commerciaux. Est-ce que vous avez également intégré cela dans les thèmes de ce symposium qui est annoncé? Jean-Pierre vient de le dire, le thème organisation des producteurs, en fait, organisation. Moi, je pense que c'est un thème, je vais dire, c'est un point central enfin, qu'on devait prendre en compte pendant ce symposium. Parce qu'imaginez-vous, si vous prenez l'ensemble de ce qui est produit au Cameroun seulement en termes de patates, en termes de pommes, en termes de poulet, etc., etc. En fait, c'est énorme. Mais quelle est la taille du producteur? La taille du producteur est très, très petite. Donc, maintenant, pour réussir effectivement à retrouver le poulet camerounais peut-être dans les supermarchés, pour réussir à trouver la patate camerounaise, etc., en fait, il faudrait qu'il y ait un certain service qui s'organise à regrouper en fait les produits, les traiter avant de les replacer. Et ça nous manque énormément. Voilà. Donc, il est question de la norme et de la qualité. Alors, Jean-Pierre voulait vraiment ajouter très brièvement. Oui. D'ailleurs, il n'est même pas démontré que le supermarché, pour ce qui est de l'Afrique, soit le lieu par excellence de vulgarisation et de promotion des produits made in Africa. Le supermarché est un concept né en Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait ses preuves, qui a montré ses limites. Et si nous avons un système de distribution à importer chez nous, ce n'est pas sûr que ce soit celui. Parce que moi, j'ai vu le supermarché créer la pauvreté autour d'elle. Et voilà. Et il tue le tissu social dans les villages et les villes d'Europe. Il concentre la production. Il transforme le supermarché en banquier. C'est-à-dire que
le commerçant devient banquier parce qu'il achète auprès du producteur à 30, 40, 90 jours quelque chose qu'il revend en cash. Il va donc garder la trésorerie du producteur pendant 80 jours. Il va donc pouvoir la prêter et puis il s'enrichit de manière sauvage et crée un grand fossé entre le producteur et désorganise la société. Donc, cela a tellement été évident en Occident qu'ils sont revenus, ils ont progressivement abandonné quelques hypermarchés. Les supermarchés sont transformés en supérettes urbaines ou de proximité, mais ils avaient déjà tué le commerce de proximité où, par exemple, le commerçant était le buraliste du coin, il vendait le timbre, et il vendait beaucoup de choses dans sa boutique. Et tout ça, je pense qu'il y a des modèles qu'il faut copier. Il y en a d'autres qu'il faut utiliser comme, cadre référentiel pour extraire uniquement ce qui est transposable chez nous de manière intelligente et leur laisser ce qui a fait l'échec social de leur société. Alors, Président Bernard, vous allez donc réagir. Et il est également question d'intégrer les enseignants, ceux-là qui sont chargés de dispenser le savoir et le savoir-faire pour que les petits producteurs puissent produire des produits de qualité et des produits en quantité. Et il faudrait bien évidemment que les pouvoirs publics y mettent la main quand il est question bien évidemment de financer ces petits producteurs. Tout à fait. Je crois que je ne peux pas aller à votre question sans tirer un coup de chapeau à Jean-Pierre et puis aussi à Emmanuel. Parce qu'ils ont parfaitement raison quand ils disent qu'il faut avoir peur des supermarchés. Parce que ce n'est pas un modèle d'évolution qui correspond à notre système de vie. Il faut le reconnaître. Parce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand je prends le cas de Yaoundé ou bien le cas d'une ville comme Douala, bon, à Yaoundé, à Douala, on a Carrefour. Mais il y a le marché de Nouvelle. Ceux qui vont dans le supermarché Carrefour, ils vont vous dire qu'ils ont l'avantage que c'est propre. Ça, c'est d'un. Il n'y a pas de mendiant. Il n'y a pas de négociation. C'est aéré. Ça fait sonore. Il n'y a pas de bousculade. Donc, il y a un ensemble d'avantages qui sont énoncés par ceux qui vont vers ces supermarchés. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de dire, mais écoutez, qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir sur comment amener ces préoccupations dans le marché de Nouvelle? Transformer le marché de Nouvelle en sorte que tous ceux qui vont dans ce marché continuent à y aller, mais que les conditions changent complètement pour laisser aussi de la place à ceux qui vont dans les supermarchés. Personne ne nous l'interdit. Et c'est là où je disais que je tire le chapeau à Jean-Pierre, parce que nous avons un devoir d'inventer notre modèle de distribution qui correspond à notre société. Parce que, voyez-vous, Emmanuel voulait dire ça, il disait ça tout à l'heure, qu'il faut regrouper, je sais pas si c'était Jean-Pierre, qu'il faut regrouper, il faut traiter, il faut conditionner, etc. Mais on a affaire à des producteurs qui sont tout petits. Nous appelons ça les exploitations familiales. Et qui sont éloignés de la ville. Et qui sont pour la plupart isolés. Et qui sont pour la plupart enclavés. Alors imaginez donc ces petits producteurs qui sont à cette distance-là. Comment on peut faire en sorte que ces petits producteurs puissent aussi bénéficier des avantages que peut fournir un supermarché comme Carrefour ou dans une ville comme Douala? C'est la question qu'on doit se poser. Et il faut qu'on ait le courage de se poser cette question et qu'on se ressente le devoir d'apporter une solution à cette question et de pouvoir la trouver. Ça, c'est la piste que j'ai bien aimé l'intervention de Jean-Pierre quand il a évoqué cela. Revenons sur la jeunesse. Je me dois ici d'insister là-dessus. Quand nous avons levé le petit doigt, quand nous nous sommes levés contre l'implantation de Carrefour, sur les réseaux sociaux, il y a 45% de Camerounais qui étaient contre cette démarche. Ils disaient qu'on les empêche d'entrer dans la modernité. Je pense qu'ils nous écoutent à l'heure actuelle, nous sommes sur un plateau. Je dis, mais dans les réseaux sociaux, quand on faisait les calculs de pourcentage, on avait 55% de Camerounais qui disaient oui contre Carrefour, parce que 45% disaient non, on veut Carrefour parce que c'est la modernité. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. C'est une réalité. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a pas plus tard que vendredi que j'ai eu à échanger avec les responsables. Il faut que vous m'autorisez à prononcer ce nom, lui, Roger. Ce n'est pas de la publicité. À échanger avec les responsables de Carrefour, ici à Douala. Ils ont ouvert ici à Douala, c'était le 5 décembre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont signé un premier contrat avec la Sembri pour leur livrer le riz camerounais.
la Semri a livré le riz camerounais à Carrefour Douala pendant 2 semaines. Ils étaient incapables de continuer, il n'y en avait plus de riz. Et ils ont écrit à Carrefour pour leur demander de leur accorder 6 mois pour qu'ils reprennent leur livraison du riz local à Carrefour. Mais vous voulez qu'avec ça, on envoie à Carrefour parce que Carrefour importe du riz? Mais il y a un problème, il faudrait que nous soyons responsables. Donc il y a un sérieux problème de notre capacité de production, on l'a dit plus d'une fois, et de pouvoir satisfaire une demande qui s'exprime en termes de quantité et qui s'exprime en termes de qualité. Il faudrait qu'on assume cela et qu'on s'engage à pouvoir... Et c'est ça le sens du symposium. Pour revenir donc à votre question, Louis Roger. Alors, un des axes de ce symposium sur lequel nous mettons l'accent, c'est la jeunesse. Premier indicateur, le symposium doit se dérouler à l'intérieur du campus de l'Université catholique de Yaoundé. On a choisi ce site parce que c'est au cœur du savoir et c'est au cœur de la jeunesse. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, les 3 jours du symposium seront école fermée. Donc, les étudiants n'ont pas cours pendant les 3 jours. Et nous avons prévu les charters. Donc, il y aura une délégation qui partira à l'université de Tchang, de l'université de Ngaoundéré, qui partira à l'université de Soa, de l'université de Yaoundé 1. Donc, c'est un forum, un symposium qui sera ouvert à une masse indescriptible de la jeunesse. Et ce forum doit se faire en 2 parties. Première partie, nous créons un village du Made in Africa. Il y aura des chapiteaux. Pour l'heure actuelle, on est en train de comptabiliser une centaine de PME, de PMI d'Afrique qui vont y être présents et qui vont proposer à goûter, proposer à voir, proposer même à acheter le Made in Africa. C'est ce que nous avons prévu dans ce village. Et ça va vous paraître bizarre. Les principaux partenaires que nous avons pour ce village, c'est les supermarchés qu'il y a à l'heure actuelle. Nous assumons cela. Parce que nous avons dit, nous entrons dans une logique du gagnant-gagnant. Or, ces supermarchés sont allés jusqu'à accepter qu'ils prendront de l'espace. Et dans les espaces que vous verrez avec Carrefour, que vous verrez avec Casino, que vous verrez avec Dove et 30 Super U, ils ne proposeront que les produits Made in Africa de leurs partenaires actuels, c'est-à-dire ceux qui sont en Afrique et qui leur livrent le Made in Africa. C'est ça qui sera exposé dans ces magasins. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, on entre dans une logique où il faut qu'on accepte que les choses sont en train de changer et que nous voulons nous étalonner aussi à ce changement, mais nous assurer que nous ne sortons pas perdants et que nous assumons cela. Peut-être un mot, lui, Roger. Oui, mais bien évidemment, parce que là, on a parlé tout à l'heure des produits crus. Mais on se rend compte également que dans beaucoup de supermarchés, à l'heure actuelle, on peut trouver du taro, on peut trouver du riz sénégalais, on peut trouver ces plats et ces mets africains. Est-ce qu'il ne faudrait pas également mettre un accent là-dessus pour que dans tous ces supermarchés-là, qu'on puisse arriver, s'asseoir et prendre un plat de pomme pilée ou c'est pas de saka-saka? Il y a juste 45 minutes que j'ai fait une virée au supermarché Carrefour en arrivant ici. Mais allez-y voir. Les produits locaux dans ces supermarchés, ici à vous appelez ça à Makepe, au supermarché Carrefour, vous avez tout ce que vous avez comme farine locale. Je dis tout ce que vous avez comme... J'ai pris le temps de compter, il y a juste 45 minutes. Tout farine de manioc, de blé, de riz... Tout ce que vous avez comme farine locale. Arachide, que ce soit le haricot d'olive, que ce soit le voisou, tout est aligné. Allez-y voir. Les huiles, c'est là. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'il faudrait qu'on soit objectif. On sent qu'il y a une volonté de mettre en avant les produits locaux. Mais le véritable problème maintenant, le défi maintenant, c'est le défi des consommateurs et le défi des producteurs. Je te passe la parole d'ici, Jean-Pierre. Maintenant, il y a le défi des pouvoirs publics à pouvoir accompagner cette dynamique. Je ne jette pas, je n'oublie pas, Jean-Pierre, ce qu'on a évoqué tantôt, la nécessité que nous puissions inventer notre espace de distribution qui correspond à notre envie de vivre ensemble, à notre envie de produire, de vivre le local, de manger le local. Je ne passe pas ça outre. Oui. Mais je préfère que tu prennes la parole, Jean-Pierre. Oui, mais vraiment, je voudrais déjà dire ceci. Hein. Oui. Lorsqu'on dit Made in Africa, on peut tout à fait avoir un produit Made in Africa
avec, dans le process de transformation, si on devait mettre sur une échelle de 100 le coût de revient du process de transformation, avoir 70% du process qui ne sont pas africains. Ça, c'est d'un. Ça veut dire que les industries qui sont chargées de faire la transformation sont totalement dépendantes d'outils de transformation qui ne sont pas africains. Bon, ça, c'est d'un. Donc, il faut donc faire attention, lorsqu'on parle des chaînes de valeur inclusives, durables, à ce détail qui n'est pas anodin. L'autre chose aussi, dans le Made in Africa, il faut faire attention d'avoir du Made in Africa qui peut être finalement un produit venant d'Afrique, transformé à l'extérieur de l'Afrique, et avec des outils modernes, acheté à très bas prix aux producteurs, et revenu en Afrique pour être dans un supermarché. Après, maintenant, il y a, à mon avis, une sorte d'hypocrisie des supermarchés sur ces questions-là. L'hypocrisie consiste à présenter le problème en bout de chaîne, à refuser de voir l'origine du problème. J'explique. Nous avons dans notre tissu entrepreneurial rural beaucoup de jeunes entrepreneurs expérimentés ou pas expérimentés, ce n'est pas grave, qui ont des projets qui sont de très bons projets, mais qui n'ont jamais trouvé porte ouverte dans une banque pour les accompagner. Et je vous dis, pourquoi je parle de ça? Parce que si un jeune entrepreneur qui vient du Mali se présente dans une banque pour chercher l'argent pour son projet, et qu'un autre jeune entrepreneur venant de Grenoble se présente dans la même banque, tous les deux sont au Mali, il est évident qu'il y a des chances que le projet de l'entrepreneur qui vient de Grenoble et qui va au Mali dans une banque chercher l'argent sera écouté et probablement financé. Donc il y a là quelque chose qui me gêne personnellement. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une véritable prise de conscience et une relation équitable avec tous les opérateurs économiques qui viennent pour promouvoir quelque chose qu'on le Made in Africa en Afrique. Je finirai juste en disant que ce symposium, ce que je dis là, n'enlève rien à la valeur de ce symposium, c'est un premier pas pour ouvrir un dialogue sur un sujet dont les ramifications sont multiples. Et elles sont économiques, politiques, stratégiques, sociales, sociétales. Alors, toutes ces choses font que on est bien content d'aller à ce symposium, mais il faut une grande écoute. Il faut sortir de là avec des actes qui puissent servir de boussole aux dirigeants africains. Je finirai en disant qu'on a évoqué tout à l'heure le président de la BAD actuel, M. Adesina. Il s'agit d'un monsieur formidable qui a fait un virage à 180 degrés alors, en termes de mobilisation de ressources bancaires pour accompagner l'industrialisation agricole de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui doit être utilisé par les chefs d'État, qui doivent écouter ce qui se fait à la BAD aujourd'hui. C'est une révolution, hein? C'est la African Green Revolution in Africa. C'est-à-dire, on est Agricultural Green Revolution in Africa. Voilà, on est dans ce schéma-là, où il y a une révolution qui est en marche. Et des personnalités comme Adesina, il en faudrait beaucoup en Afrique pour que les choses puissent vraiment bouger. Voilà, président. Oui, mais président, avant que vous preniez la parole, il y a M. Guessant qui nous appelle depuis la Belgique. Il ne voudrait pas, il s'est tellement impatienté au standard parce qu'il voulait réagir et certainement poser des questions aux contribués. Bonsoir, M. Guessant, vous appelez depuis la Belgique. Oui, bonsoir, monsieur. Désolé de ne pas me rappeler de votre prénom. Et je vous suis tout le temps et je vous remercie de votre engagement et de tous vos panels et à vous tous. Je vous dis bonne année parce que c'est la première fois avec vous, hein, pas avec vos autres collègues que j'ai déjà vus. Eh bien, je me réjouis de la thématique en cours et j'aimerais donc aussi encore dire encore merci au panel parce que c'est des brillants panels et ils maîtrisent, je vois que la plupart en tout cas maîtrisent le sujet et je pense qu'il est très important. Quand les multinationales telles que Carrefour et bien d'autres d'ailleurs viennent sur le continent, quel est le contrat qui lie ces entreprises au continent? C'est-à-dire quoi?
on vient s'installer en Afrique, quel est le pourcentage de produits qu'on a envie que les Africains aient dans leur supermarché? Il ne faut pas venir s'installer, pour faire du business, mais il faut s'installer pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est tout à fait clair qu'il faudrait mettre des structures, que l'État accompagne, qu'on ait des structures. Bon, il ne faut pas être à court faut pas être à court d'approvisionnement de tout ce qu'on a besoin, de tout ce que... Il faut des politiques claires et franchement, ça fait partie des sujets qui m'intéressent énormément. Et c'est l'aubaine, c'est-à-dire que les gens veulent venir chercher de l'argent chez nous. Qu'est-ce que nous voulons chercher dans cette manne-là que nous-mêmes finançons ou financerons? Je pense qu'il y a, à mon avis, à mon humble avis, il n'y a pas de politique dans ce sens-là. Et c'est bien triste et c'est bien dommage. Il faudrait, dans les cahiers de charges, fixer le pourcentage minimum, ça doit être 50-50, quoi. On vient en Afrique, il faut créer des systèmes. Et quand je dis ça, il ne faut surtout pas qu'on vende nos terrains, nos terres. Il faut, dans tout le continent, qu'on ne vende pas nos terres. La terre va être notre puissance et est notre puissance. Il faut bien le retenir et j'aimerais bien que nos dirigeants nous écoutent. Il ne faut surtout pas vendre une parcelle. On peut louer au maximum 5 ans ou voire 7 ans, pas plus. Il faut toujours avoir la possibilité de renégocier. Et c'est valable pour tout ce qu'on a comme ressources. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est 50 ans, c'est 100 ans. C'est trop, c'est énorme. On n'est pas là et comment est-ce que ça se passe après? Voilà. Il faut être sérieux envers nous-mêmes. On a tout ce qu'il faut pour être développé, mais je pense que l'Africain est la personne qui sait ce qu'il faut pour qu'elle s'en sorte, mais qu'elle ne fait rien. Voilà. Merci, M. Guessant. Vous êtes... Enfin, qui ne fait rien pour mettre les choses à sa faveur pour pouvoir avancer. Je pense que c'est très important. Merci, voilà. Monsieur. Ouais. Merci infiniment, M. Guessant. Vous nous appelez donc depuis la Belgique. Alors, Président, il parle de pourcentage qu'il faudrait bien évidemment que l'État ou alors le pays qui reçoit ces grands supermarchés puisse fixer pour ce qui concerne des produits locaux. Par exemple, il parle là de 50%, 50%. Alors, quel commentaire cela vous inspire-t-il? Non, je pense qu'il n'y a pas un problème de pourcentage. Dans les échanges que nous avons eus avec les supermarchés, ils n'ont pas de problème de ce type de pourcentage. Pour autant que les 50% des produits locaux doivent leur être servis en termes de quantité et en termes de qualité et en termes de régularité. Ils nous le disent. Malheureusement, les produits locaux ne peuvent pas supporter les 50%. C'est ça, si je me fais comprendre. Ça, c'est très important. Je voulais compléter, rassurer Jean-Pierre. Comme cerise sur le gâteau, je le dis ici, nous sommes dans la démarche où c'est M. Adesina, le président de la BAD, qui sera à l'inauguration de ce symposium. Alors, nous sommes dans cette démarche. Donc la démarche est engagée. Donc, alors, avoir déjà, pour un symposium comme celui-là, quelqu'un qui a de la volonté de débloquer les moyens pour les start-up au niveau du Made in Africa, je pense, moi j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Je vais encore plus loin pour répondre à Jean-Pierre. C'est le rassurer. Parce que quand nous parlons de délégation de jeunes qui seront présents là, dans cette délégation, il y a les polytechniciens que nous entrevoyons, des polytechniciens que nous entrevoyons. Il y a des chimistes que nous entrevoyons, des biochimistes que nous entrevoyons dans les délégations. Et nous allons dans tous les corps de métier qui interviennent dans le Made in Africa. Nous voulons que la jeunesse soit présente. Et si cette jeunesse est présente, nous avons à cœur que dans le village du Comice, et nous l'avons négocié, pas plus tard qu'aujourd'hui avec la brasserie, que dans le village du Comice, qu'il y ait du matériel qui permet de fabriquer du Made in Africa. Même si ce matériel est importé, il faut que nos jeunes de Polytech essayent de voir avec quel produit, quelle machine importée on décortique le pistache. Ça fait naître les idées. Ça, c'est l'objectif que nous mettons dans ce symposium. Le côté inciter, créer en nos jeunes la volonté de promouvoir le Made in Africa. Ça se fait pas seulement au niveau de la production,
Pas seulement au niveau de la transformation, mais au niveau de la recherche, même au niveau du marketing. Ne perdons pas cela de vue. Tout ceci est prévu. Je vais plus loin pour affirmer ici que nous avons 5 ministères qui organisent ce symposium avec nous. Le ministère des Finances, le ministère de l'économie et de la planification, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture et la Nord. C'est pour dire... C'est scientifique et innovation, peut-être pas. En effet, merci Louis Roger. Voilà. C'est pour dire que c'est une association, et il y a aussi 2 banques qui sont avec nous, dans cette organisation. Donc nous essayons à travers ce symposium de créer les conditions pour que les vrais problèmes qui entravent la promotion du Made in Africa soient mis sur la table. Et qu'au sortir de là, on essaie de voir les solutions qu'on peut proposer pour pouvoir faire en sorte que ce Made in Africa puisse décoller. Ça, c'est un peu pour rassurer Jean-Pierre. Nous tenons à cœur tous ces petits éléments et nous essayons qu'au moment de ce symposium, les échanges, les débats créent la stimulation pour que les meilleures solutions sortent et créent la stimulation pour les jeunes de pouvoir capter ces solutions, de pouvoir se lancer dans toutes ces filières qui concourent à la dynamisation du Made in Africa. Je m'en voudrais, lui, Roger, avec ta permission, de dire ici que pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui concerne le Niger, je ne sais pas si nous suivons à l'heure actuelle, le moment viendra où il va certainement intervenir. Il y a El Mokhtar, donc il y a Mohamed Youssouf El Mokhtar, qui est le secrétaire général du RECA au Niger, qui travaille déjà activement dans le sens de la délégation du Niger qui sera présent au lieu du symposium. Alors, c'est la même chose que nous avons au niveau de la Chambre d'agriculture du Burkina Faso. Nous avons Issouf qui est déjà là, qui travaille déjà. Au niveau de la Chambre d'agriculture du Bénin, au niveau de la Chambre d'agriculture du Mali. Donc, on est déjà engagé dans la dynamisation de cette richesse du Made in Africa qui existe dans ces pays pour qu'elle puisse se retrouver ici, au niveau du symposium, pour s'offrir à découvrir aux jeunes que nous mettons un paquet pour inviter en masse, pour faire en sorte qu'ils soient là en masse. Et toutes les autorités ont adhéré à cette démarche et sont prêtes pour pouvoir prendre des solutions qui sortiront de ce symposium pour que vive le Made in Africa. Voilà, on va prendre Simplice qui nous appelle depuis la Libye. Bonsoir Simplice, bienvenue. Bonsoir Guy Roger. Oui, bonsoir président. Bonsoir. Oui, je suis tellement flatté, je suis tellement content de vous entendre et je suis vraiment optimiste par rapport à ce que vous mettez sur la table ce soir, président. Depuis que je vous vois, je sais que ce que vous dites a un sens. Et après ça, je dis que notre gouvernement a passé à l'action, a facilité votre projet. Sinon, ils seront plus au bout d'un moment, maintenant, dans les années à venir. Les jeunes ont besoin de sortir. Le problème se passe au nord-ouest du Cameroun spécialement. Alors, quelques petits soucis avec Simplice de la Libye. Nous allons rester toujours au standard et mettre le cap sur l'Allemagne. Retrouver Narcisse Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. On sait qu'ils sont nombreux, des Africains qui voudraient bien faire valoir ce Made in Africa. Bonsoir, bienvenue. Alors, Narcisse? Voilà, quelques petits soucis. Oui, allô, je suis à l'écoute. OK. Alors, vous avez l'antenne, Narcisse. Oui. Et j'aimerais dire 2-3 mots par rapport à l'émission de ce soir-là. C'est très important pour moi. Vous êtes à l'antenne. Oui. OK. Bon, voilà, Jean-Pierre, déjà, c'est un régal de vous avoir sur le plateau. Bernard, bonsoir. En effet, pour faire simple, la jeunesse africaine a besoin de repères. Et quand nous avons sur le plateau des gens comme Jean-Pierre et que nous pouvons, en effet, quand nous avons sur le plateau des gens comme Jean-Pierre et que des hommes comme Jean-Pierre dont nous connaissons l'historique, vraiment, c'est un régal. Bon, pour revenir à la thématique des supermarchés qui s'installent, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser.
quand ces supermarchés s'installent, ils trouvent un terrain fertile. Pourquoi? Où sommes nos hommes d'affaires? Pourquoi nous n'avons pas nous-mêmes mis ces supermarchés sur pied? Nous devrions comprendre que nous avons, nous avons une culture culinaire. Nous mangeons du macabo, nous mangeons du plantain, nous mangeons du taro, nous mangeons du coquille. Avec Narcisse Michel, on l'a retenu sa préoccupation. Nous restons toujours du côté de l'Allemagne avec John Koo. Bonsoir, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir, tout le panel. C'est la première fois d'ailleurs que j'appelle. J'interviens dans des émissions d'Afrique Média. J'apprécie tellement les émissions, surtout de ces 2 dernières semaines, que ce soit le débat panafricain. Mon attention a été attirée sur l'intervention de Justin depuis Belgique. Lui voulait savoir, ou bien veut empêcher que des sociétés, peut-être qui sont bien qui savent que le Cameroun, l'Afrique est en train de décoller, viennent chercher à s'enrichir chez nous. C'est pour cela qu'il parlait des accords qu'ils ont signés avec le gouvernement. Est-ce qu'ils viennent encore pour s'enrichir et que nous sortons peut-être encore perdants là-dessus? Mais pour l'autre côté de Made in Africa, je suis tellement réconforté. Je crois aussi que c'est une bonne idée parce que j'ai vu les panélistes sont, surtout Bernard, lui, il échange très bien avec ses collègues sur le plateau. Il dit, Jean-Pierre, tu vas dire si je crois, tu as de l'expérience ou bien de l'expertise. Et cette façon de dialoguer aussi montre qu'on ne peut qu'avancer si on partage les idées, quoi. Donc, je comprends avec ces émissions que l'Afrique veut vraiment se solidariser, surtout dans le domaine tellement essentiel, parce que la nourriture, la façon dont on se nourrit est tellement et non plus se laisser intoxiquer par les déchets alimentaires qui viennent de l'Europe, que ce soit l'Allemagne ou dollar. Ce n'est pas de l'alimentation vraiment recommandée pour nous. Alors, et aussi un dernier point, c'est que l'accent aussi porté sur la jeunesse est important parce que je le vis ici. Les jeunes qui sont toujours en train de dire oh oui, on ne fait plus ici, ils veulent toujours se laisser entraîner dans le bain le bain actuel et en fait perdre peut-être leurs racines. Et ils croient que le monde, c'est le paradis ou quoi. Alors que nous sommes dans la jungle, il y a certains qui veulent toujours prendre le dessus sur nous. Alors c'est pour cela que les enseignants doivent avoir aussi trop porter l'accent sur la façon dont ils vont éduquer la jeunesse. Et bon, pour ne pas être trop long, je crois que c'est, en bref, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous salue et je dis encore bonsoir. Merci infiniment, John Koo, pour votre contribution. Je rappelle que vous interveniez là depuis l'Allemagne et oui. On va rapidement faire le tour de table pour cette très bien thématique. Président, si vous le souhaitez, parce que nous avons encore tellement de choses à dire. On pourra revenir sur ce symposium, mais quelques réactions par rapport à ces 2 téléspectateurs qui viennent d'appeler. Non, je pense qu'ils ont dit ça, ils ont apporté leur contribution, ils soutiennent l'action. Je pense qu'il faudrait simplement qu'ils retiennent que, bon, nous qui sommes sur le terrain, eux, ils sont en Allemagne, nous avons aussi besoin de munitions qui viennent d'eux. C'est-à-dire qu'ils essaient de voir comment les choses se développent autour d'eux, qu'ils essaient aussi d'injecter. Nous, on a aussi besoin de ça. Comment la diaspora africaine pourra-t-elle contribuer? Est-ce qu'il y a des contacts? Comment on pourra faire pour vous joindre? Est-ce qu'il faudra passer par le numéro de là-bas gris pour vous avoir? Ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. Bon, déjà, le numéro de la boîte à grille affiché. Mais comme on l'a dit, et on ne le dira jamais assez, les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun, la diaspora est à la place centrale. Je pense qu'à travers les 40 mesures, on intègre un espace où la diaspora peut contribuer au décollage de notre pays en passant par l'agriculture, qui prend en compte tous ces éléments. Voilà. Je pense qu'à eux, je dirais simplement qu'il ne faudrait pas qu'on loupe le coach parce qu'il n'y aura pas de 2018. Jean-Pierre Yvelé, par rapport à ces symposiums, le dernier mot. Oui, moi
Bon, je rêve tout haut d'un symposium permanent sur la toile, digitalisé, qui permettrait justement de ne pas être dans une situation d'attente de symposium à des dates particulières, mais d'être en situation de symposium permanent avec probablement l'appui de la Banque africaine de développement, où on pourrait imaginer au sortir du symposium une conférence panafricaine de haut niveau sur l'agriculture et la biodiversité et la transformation. Ça, c'est les choses qui manquent. Voilà. Alors, Emmanuel, par rapport à ce symposium, je vous ai vu prendre quelques notes, quelques commentaires. Bon, pour conclure, moi je pense que j'attends de ce symposium qu'il regroupe aussi principalement les acteurs qui sont sur le terrain à l'heure actuelle, parce que c'est eux qui vivent les réalités et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, et ils peuvent en fait en faire un commentaire pour qu'on puisse capitaliser et voir dans quel angle améliorer ce qu'ils font déjà. Voilà, et surtout encourager les Africains à consommer leurs propres produits, parce que là encore, c'est un autre challenge. Alors, nous allons passer, avec votre permission, bien évidemment, on pourra revenir sur le symposium si les téléspectateurs le souhaitent, ou alors si les idées nouvelles fusent dans nos esprits. On va parler cette fois-ci de la grippe aviaire. Et Emmanuel, la question, je vous la pose, semble-t-il que la situation n'est pas du tout claire au Cameroun pour ce qui est de la grippe aviaire. Qu'en est-il de la situation? Oui, Roger, tu as raison de dire que la situation n'est pas claire. Mais en fait, on dirait plutôt qu'il y a une petite façon de faire les choses qui, peut-être à la camerounaise. Depuis le 17 novembre 2017, en principe, le ministère, le MINEPIA, a fait le rapport final par rapport à la grippe aviaire. Et nous avons eu l'information, juste en regardant sur le site de l'OIE, que n'importe qui peut, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la santé animale, que n'importe qui peut consulter. Et l'OIE met en ligne régulièrement, presque toutes les semaines, un journal officiel qui, en fait, donne des informations actualisées sur la situation de la grippe, enfin, de toutes les épizooties au monde. Et il se peut donc que depuis le 17 novembre 2017, le Cameroun a fait le rapport final sur les deux événements, c'est-à-dire le H5N1 et le H5N8 de Tokombéré, pour dire, en fait, c'est fini. Il n'y a plus de foyer. Il n'y a plus de foyer. Par exemple, pour vous montrer comment ça se passe, les rapports, cet événement, sur le rapport 51 que j'ai à mes yeux, cet événement se poursuit. Des rapports futurs hebdomadaires devront être envoyés. Ça, c'est la conclusion des rapports jusqu'à le 63e rapport par rapport à l'événement H5N1. Maintenant, le rapport numéro 64 du même événement, envoyé par le MINEPIA, on va dire en particulier le docteur Marcel Kazmi Ndongo Koumou, dit très bien au rapport numéro 64, tous les foyers de ce rapport ont été résolus. Et effectivement, si vous regardez, depuis la date du premier événement, enfin de la déclaration de la grippe aviaire, c'est-à-dire le 20 mai 2016, toutes les semaines presque, le Cameroun faisait des rapports au niveau de l'OIE. C'est pour ça qu'on se retrouve au niveau de 64 rapports. Maintenant, la question qui se pose, c'est malheureusement, on a aujourd'hui l'impression que seul peut-être le ministre et le rapporteur, Dr Kazmi Ndongo Koumou, en fait, sont restés avec l'information. Parce qu'au niveau de l'Ouest où je sors, au niveau... Donc l'information n'a pas été rendue publique. L'information n'a pas été presque rendue... Précis les foyers, Emmanuel. Il y a le foyer Mvogbeti, foyer de Bafoussam, foyer de Fumbo, foyer de Kombéré. Il faut bien préciser. Je vais revenir au niveau des foyers par rapport à l'événement 1, parce qu'il y a un autre fait très important qu'il faudrait relever. En fait, tout le rapport, par exemple, le rapport numéro 51 que j'ai sous mes yeux, signalait par exemple 2 foyers non clôturés. Il s'agit du foyer de Bandjou et le foyer de Djimbot. Oui. Presque tous les rapports. Maintenant, le rapport numéro 64, qui est le rapport final, clôture effectivement ces foyers.
depuis le 27 mars 2017. Et ça, du coup, ça nous amène à nous poser quelques questions. De fait, le ministre de Minépia, son Excellence Dr Taïga, lors de l'une de ses interventions à la presse, déclarait que 90 jours après la clôture du foyer, la grippe devait être considérée comme maîtrisée et les mesures de restriction levées. S'il n'y a pas un autre cas. S'il n'y a pas un autre cas. Oui. Maintenant, le rapport final, effectivement, ici, signale que depuis le 27 mars 2017, il n'y a plus un autre il n'y a plus eu d'autres cas donc, au Cameroun. Ce qui voudrait dire qu'on devrait commencer encore à revendre les poulets, à revendre les œufs. Depuis le 27 juin 2017, je précise. C'est-à-dire, en fait, depuis le 27 juin 2017, s'il faut suivre les déclarations du ministre, en fait, on ne devait plus avoir problème de grippe aviaire. Ça fait 90 jours à partir du 27 mars au 27 juin. Au 27 les 90 jours dont on parlait sont écoulés. Oui. Maintenant, on va s'étonner du fait que le 17 novembre, c'est-à-dire plus de 6 mois, presque 6 mois après juin, on passe le communiqué au niveau de l'OIE. L'OIE publie sur son site officiel. Et ça, j'ai posé la question à 2 avocats. Est-ce qu'on peut, à partir du communiqué, sur le site de l'OIE, qui est un site officiel, penser que la mesure est valable? Depuis le 17 novembre, l'OIE a publié l'information. Mais le plus curieux, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, ni l'opinion publique, ni l'autorité en charge de la gestion administrative n'est au courant de cette mesure. Ce qui crée encore une autre panique, un autre problème au niveau des acteurs principaux sur le terrain par rapport à cet événement. Alors là, Président... Oui, j'ai un problème avec Emmanuel. Il faudrait qu'Emmanuel soit précis. Oui. Bon. Il y a eu le foyer de Mvorbeti. Oui. C'est le foyer qui a été déclaré le 20 mai 2016. Oui. Après le foyer de Mvorbeti, oui, il y a eu les 2 foyers du Nou. Il y a 21 foyers total pour l'événement 1 au Cameroun. Oui, l'événement 1. Avec, voilà. Je mélange tout ça, je mets ça dans un même panier. Oui. Après, il y a eu les 2 foyers du Nou. Oui. Après, il y a eu le foyer de Tokombéré. Non, le foyer de Bafoussam. Le foyer de Tokombéré vient le 3 janvier 2017. Bon. Voilà. Mais nous, ces foyers-là, maintenant, dans un calendrier. Voilà. Et même l'événement de Tokombéré, malheureusement, qui est un événement qui, en fait, qu'on a découvert le H5N8 sur Paon Bleu. J'ai reçu une lettre à la directrice de l'OIE qui dit bien que le Paon Bleu n'est pas considéré comme de la volaille, au sens de l'article 1.1.3 du Code terrestre. Donc, vous comprenez que l'événement de Tokombéré vient avant, en fait, les deux foyers de Njimbo qu'on a clôturé le 27 mars 2017 et qui ont déclenché, en fait, le 3 mars de la même année. Donc, il y a un problème qu'il faudrait bien éclairer, Président, parce que là, l'information n'a pas été rendue officielle et les policiers et certains gendarmes continuent d'arnaquer ces producteurs, ce qui devrait normalement s'arrêter. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut revenir à Emmanuel, puisque Emmanuel, c'est le spécialiste du domaine. Alors, qu'est-ce que tu veux insinuer, Emmanuel? Dis-nous de manière claire. Tu veux dire que le ministère est de mauvaise foi? Tu veux dire que les agriculteurs sont de mauvaise foi? Qu'est-ce que tu veux insinuer exactement? Bon, d'un côté, on va dire les Camerounais s'informent un peu, très peu. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, y compris les éleveurs eux-mêmes. Oui. Parce que, de toutes les façons, c'est le ministère, c'est le Minépia qui envoie le rapport au niveau de l'OIE. C'est le ministère qui devait également informer les agriculteurs. Ils ont fait le travail en envoyant le rapport à l'OIE. Mais ils devaient aussi, quand même, passer l'information sur le plan national pour que les gens puissent être au courant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, quand les œufs veulent partir au Tchad ou bien au Gabon, les Gabonais vont dire la grippe aviaire n'est pas terminée, puisque votre ministère n'en a rien parlé. Pourtant, le ministère a envoyé le rapport au niveau de l'OIE. Donc,
Donc, ça veut dire quand même quelque part, soit il y a de l'incompétence, soit il y a de la mauvaise foi, soit il y a peut-être un mélange de tout ça. Bon, essayons de comprendre ce flou artistique. Le sujet est délicat. Oui. J'aimerais que Emmanuel soit précis. Quand tu cites la date du 17 mars, Oui, 17 juin, ça fait 90 jours. 27 mars, 27 juin. Voilà, 27 mars, 27, ça fait 90 jours. Oui, président. D'après les déclarations du ministre, Tout à on fait. devait ouvrir les marchés. Voilà. Exact. C'est ce que tu déclares. Les mesures de restriction devaient Être Est-ce levé. élevé? Tout à fait. La question que je me dois te poser, Oui. Roger, tu permets que j'agisse. Bien évidemment, bien évidemment. Je Pour veux éclairer. aussi bien comprendre. Voilà. fait. Alors, c'est de dire, est-ce que d'après toi, Oui, 27 mars, 27 juin, oui. tous les foyers qui ont été identifiés au Cameroun, on devait les avoir clôturés? Tout à fait. C'est bien cela. Puisque le dernier rapport signale très bien Sans que... commenter, parce que vous avez les rapports. Ah, Voilà. nous poursuivons. Maintenant, Donc, comme ça devrait être clôturé, Oui. on devrait ouvrir le marché. marché. D'après ce que le ministre a dit lui-même, Voilà. Ce Voilà. qui n'a pas été fait. ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a mauvaise foi quelque part. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on considère maintenant d'après toi? Mais je suis désolé de constater que le ministre a dit une chose, mais en fait, on appliquait plutôt autre chose. Donc, C'est tout. il y a... alors, Jean-Pierre, peut-être c'est toi qui pourras dénouer Jean-Pierre, les chevaux. oui. Alors, Je ne suis pas spécialiste De la volaille. de la volaille. Et Le que- simple bon sens. le bon sens, voilà, qui nous Comment- autorise. comment que lorsque le ministre dit quelque chose, en théorie, ses administrés, ses sujets doivent exécuter. Mais nous savons très bien que nous sommes dans un pays où même quand le président dit quelque chose, il y a toujours des petits malins qui trouvent le moyen de détourner ça un peu dans un sens, dans un autre. Donc combien de fois, ministre, je crois que restons prudents. Je crois que cette affaire-là, j'espère que notre émission de ce soir va alerter le ministre, qui va donc prendre des mesures idoines pour l'applicabilité des mesures qu'il a prises, parce que ça arrive régulièrement dans les autres administrations qu'on affiche même une note de service, et que s'il y a un réseau qui est installé et qui tire avantage d'une faiblesse, ben, le réseau fait semblant soit de cacher la note de service, soit c'est ça que j'appelle la gouvernance. En fait, elle est au cœur du système global de notre économie et de notre société. La mauvaise Là, c'est gouvernance. cette mauvaise gouvernance. Oui, je voudrais Oui, président Bernard. demander deux indulgences. Une première indulgence de la part de Emmanuel et une seconde indulgence de la part de ceux qui nous suivent et surtout de la junte des agriculteurs camerounais. Pour leur dire ceci, ce sujet-ci, on va y revenir lors de la prochaine émission. Et d'ici la prochaine émission, je veux me faire le devoir de rencontrer le ministre et de comprendre ce qu'il en est effectivement de ce que vient de décrire Emmanuel. Et puis je veux leur rapporter ça ici sur ce plateau. Voilà. Ça nous permettra bien évidemment d'être fixés sur les mesures à prendre et surtout que là, ça empêche ces agriculteurs de pouvoir vendre. Surtout, l'attitude de Bernard est bonne dans la mesure où il faut éviter de tirer des plans sur la comète. Si on n'a pas rencontré les ministres et ces sujets pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, nous ne sommes pas fondés de faire des commentaires. Mais à chaque fois, pouvoir rencontrer le ministre lorsqu'un rapport est clair. Emmanuel, est-ce que vous pouvez montrer ce rapport que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas vous qui l'avez conçu? Non, non. Voilà, En fait, voilà que c'est un rapport officiel qui a été C'est un tiré rapport sur officiel. la page, sur cette page. un site voilà. officiel. Voilà, d'un site de officiel de l'OIE. l'OIE. Tout à fait, nous Tout à fait. connaissons ceci. C'est un site Donc, officiel. voilà, pour que les gens comprennent. Tout à fait. Et le président Bernard a pris donc l'engagement de faire nous Ah oui, apporter ah oui. l'information idoine. Alors, on va quitter ce sujet concernant la grippe aviaire pour parler de la promotion maintenant de l'agriculture biologique. Et là, Jean-Pierre, ça vous fait sourire lorsqu'on parle de l'agriculture biologique parce Moi que... aussi, je souris parce que j'adore. Oui, tout à fait. Hein? Ouais, Même ouais. comme certaines personnes disent que ce qui est bio n'est pas forcément naturel, ce qui est naturel n'est pas forcément bio. Oui, oui. Bon, en fait, les uns et les autres ont raison finalement. Le plus important, c'est d'avoir un produit qui n'a pas été pollué par la chimie de synthèse. Maintenant, qu'on l'appelle bio ou naturel, bon, ça c'est autre chose. Maintenant, il y a quand même un vocabulaire consacré. Et en Afrique, nous avons un seul groupe de pays en Afrique de l'Est qui a réussi à créer un environnement et une réglementation pour l'agriculture biologique qui est la seconde réglementation du monde derrière celle des Européens.
Donc, je veux dire, et ça en Afrique de l'Est, c'est-à-dire des pays comme l'Ouganda qui ont des cahiers de charges spécifiques reconnus au niveau international, alors, avec des millions de kilomètres carrés de terre consacrés à l'agriculture biologique, c'est sérieux. Donc, pour revenir à nous ici au Cameroun, c'est bien regrettable et je m'y emploie. Je pense que d'ici la fin de l'année 2018, nous aurons au moins un embryon de réglementation sur l'agriculture biologique qu'on verra, qui sera opérationnel en 2019. Parce qu'on ne peut pas avoir des opérateurs par milliers qui sont dans une filière qui rapporte des devises à la nation et qui sont dans un no man's land où ils sont obligés pour fonctionner de s'appuyer sur une réglementation qui n'est pas africaine. Ce n'est pas logique. Les cycles de production, le comportement des végétaux, comment dire, les mutations techniques qui peuvent s'opérer dans la terre, dans le sol, l'eau, tout ça, c'est notre environnement. Et on ne doit pas, pour travailler dans ce secteur, nous appuyer sur des éléments qui sont extraterritoriaux, c'est-à-dire non africains, et puis non, on doit travailler là-dessus. C'est un vrai sujet, c'est un sujet avec lequel j'espère, Bernard, on travaillera de manière sérieuse. Tout à fait. Voilà, nous avons d'ailleurs, pour ce qui est de la prochaine campagne agricole, dans le cadre d'un partenariat avec la Voix du Paysan, mis en place des milliers de plants d'arbres fruitiers qui seront distribués biologiques, certifiés, qui seront distribués au niveau du Cameroun et de la sous-région pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce type de production. Voilà. Alors, et quelle sera donc la place de cette agriculture biologique au cours de ce symposium et également dans nos rayons de supermarché, puisqu'il faudrait bien évidemment que ceux qui ont un goût raffiné de l'agriculture biologique puissent trouver ces produits. Si tu permets, oui. Voilà. Parce que là, je parle en tant que consommateur des produits bio. Tout à fait. Oui, président. Mais lui, Roger, la filière biologique, c'est une des filières les plus potentiellement porteuses au Cameroun, pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme le Cameroun. Parce qu'en réalité, en matière de certification, même en matière de distribution du bio, on devrait en principe être très loin aujourd'hui par rapport à le potentiel, par rapport à l'environnement, la richesse de l'environnement que nous avons. Je pense que, et j'ai souvent eu à avoir ce débat avec Jean-Pierre. Bon, je ne sais pas s'il réussira à me convaincre. Il ne m'a pas encore convaincu par rapport à ça, parce que il me trouve toujours simpliste. Bon, parce que je lui dis toujours ceci. Nos parents en milieu rural, ils n'utilisent pas d'engrais, ils n'utilisent pas de produits chimiques de synthèse. Bon, il faut quand même reconnaître qu'ils produisent du bio. Quand vous allez en Europe, vous consommez une banane. Vous revenez ici, vous allez à Ngoulmakong, vous prenez une banane, vous consommez. Mais c'est le jour et la nuit en termes de parfum, en termes de saveur. C'est tellement évident. Voilà. D'abord, ce n'est même pas la même banane. J'explique. Le problème que j'explique. La banane qui est consommée en Europe ou aux États-Unis fait partie d'une famille de bananes qu'on appelle les Musa Cavendish. Les Cavendish qui sont des bananes de la famille des plantains, des bananes de cuisson. Ces bananes sont arrivées sur le marché parce que les vraies bananes de serre, qui étaient les Musa paradisiaca, les accumulata triploïdes et diploïdes, toutes ces bananes qui étaient les vraies bananes de serre ont été décimées par la maladie de Panama, qui était une maladie, un champignon qui a décimé les bananeraies et qui a fait qu'on ne pouvait plus avoir de la bonne banane à grande échelle sur le marché international. Ça, c'est déjà pas la même chose. Et maintenant, si vous venez au Cameroun prendre une Musa Cavendish pour donner même à quelqu'un qui a très faim en Ngoulmakong, il ne va pas la manger. Il va la regarder, il va la goûter, il va la mettre de côté. Sauf si, alors, maintenant, elle se cuit celle-là. Quand on voyait le Topse banana, qu'on fait au quartier là, Topse banana. Donc le Topse banana est fait avec cette banane parce que c'est une Cavendish, c'est-à-dire que c'est une apparentée plantain. Et c'est pour ça qu'elle ne se vend pas sur le marché local comme banane de dessert. Donc il y a bien une raison. Et ça n'a rien à voir avec le bio. C'est-à-dire le fait d'avoir au niveau phénotypique des caractéristiques spécifiques qui sont celles de la banane Gros Michel et la banane Cavendish, le fait d'avoir cette différence-là, ce n'est pas un critère de qualité biologique. La qualité biologique, c'est une qualité qui se définit à travers
l'itinéraire technique de production qui a été utilisé pour produire. Et cet itinéraire, je ne refuse pas que nos mamans au village puissent l'appliquer. Mais seulement elles l'appliquent de manière passive, de manière pas dans un cadre structuré. Elles ne peuvent pas venir sur le marché international avec leurs produits. Or, l'avantage aujourd'hui que nous aurions à mettre ces produits sur le marché national d'abord et puis sur le marché international, c'est que finalement, ça représente un avantage comparatif indéniable. C'est-à-dire que les autres nations dites développées du monde, à pas du gain et par cupidité, ont déstructuré leur environnement naturel à travers l'excès de chimie de synthèse et donc se sont donc retrouvés dans une situation où ils sont obligés d'aller venir chercher des produits de qualité ailleurs. Quand vous allez en Chine aujourd'hui, l'élite chinoise ne mange pas des produits cultivés en Chine. Elle mange des produits cultivés en Afrique par l'immigration chinoise qui s'accaparent les terres et renvoient des produits de qualité dans leur pays. Et ça se passe au vu et à la barbe des dirigeants africains qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Normalement, vous ne pouvez pas, vous, aller vous installer à Shanghai et puis acheter des terres et cultiver quelque chose à Shanghai que vous allez envoyer en Afrique. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, vous ne pourrez même pas le faire. Voilà. On sait que sur l'Est, le temps vous avez parlé toute la soirée. Emmanuel, d'abord, avant Bernard. Oui. Voilà. J'aime souvent prendre cet exemple. Ma mère est morte à 80 ans, à son âme. Elle est morte en 2010. Ma mère et moi, en 1974, avons créé un nouveau champ. C'est pour faire la différence entre une culture biologique et une culture naturelle. Ma mère est morte à 80 ans sans jamais avoir utilisé l'engrais chimique. Pourtant, elle et moi, en 1974, avons créé un champ sur une pente. La première année, on a eu, on va dire, peut-être 2 tonnes de maïs dans ce champ, qui était peut-être d'environ 1 hectare. Après 1980, moi, j'ai quitté ma mère pour aller vivre ailleurs. Revenu 4 ans plus tard, on est allé dans le même champ, récolter du maïs. En fait, ça faisait à peine 100 kg de maïs à l'hectare. Voilà la différence fondamentale entre une agriculture biologique et une agriculture naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément parce qu'on n'apporte pas les engrais qu'on a affaire à une agriculture biologique. Et moi, je suis, en fait, Jean-Pierre, lui, Roger l'a dit au début, je suis spécialiste de l'agriculture durable. Et ça, c'est vrai. En fait, tout ce qui est agriculture durable est forcément... naturel ou bio? Non. Tout ce qui est agriculture biologique est forcément durable. Mais tout ce qui est agriculture durable n'est pas forcément naturel. Enfin, en tout cas... Non. Je vais dire la nuance à ce niveau. En fait, pour qu'une agriculture soit certifiée comme biologique, il faut aussi qu'on ait pris des mesures pour ne pas détériorer l'environnement de production. Et ça, ma mère n'a pas su quelles mesures prendre pour le faire. C'est pour ça qu'elle était dans le naturel, mais pas forcément dans le bio. Dans le bio. Alors, Président Bernard, avant qu'on ne réponde... Je suis désolé, lui, Roger. Oui. Une fois de plus, Emmanuel m'embrouille. Oui, non, j'accepte, j'assume. Oui. Alors, dites-moi. Oui. Je prends le macabo. Oui. Je prends le taro. Oui. Tel que ces 2 cultures se pratiquent dans nos régions, on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Exact. Est-ce que c'est pas biologique? Non, je vous dis non. À ce niveau, je vais vous prendre un exemple. Par rapport à la définition de Jean-Pierre, mais c'est du bio. Déjà, il faut bien que ce soit dans un environnement bien précis et que tout soit bien proportionné, et puis déjà, calculé. Je vais dire à Bernard qui se trompe, le macabo et le taro sont 2 tubercules de la famille des Alocasia qui subissent des attaques virales et fongiques très très importantes dans le golfe de Guinée et qui sont quasiment en voie de disparition. C'est vrai. Alors, pourquoi c'est en voie de disparition? Et c'est même cultivé comment? La plupart du temps, contrairement à ce qu'on imagine, les producteurs utilisent NPK chimique de synthèse en granulé autour avant de faire la butte. Et puis maintenant, c'est vrai que après maintenant, ces maladies apparaissent et déciment. Il n'y a même pas de solution technique de dire on va utiliser un produit chimique de machin pour réguler. Il n'y a même pas. Donc ça meurt comme ça disparaît. Les chercheurs auraient dû se concentrer sur ce phénomène et qui fait que le macabo est devenu un aliment de luxe dans les pays où on avait l'habitude de le voir. Ça, c'est vrai. Et pas seulement ici, parce que le macabo, il est appelé chou caraïbe aux Antilles. Et dans les Antilles,
on a le même phénomène de disparition du macabo, etc. Dans les Antilles anglaises, il est appelé Edos. Pareil, même problème dans les Antilles anglaises. Donc je pense que il y a un travail à faire pour le macabo, mais il ne faut pas faire d'amalgame par rapport au bio. Le bio, c'est vraiment cahier de charge bien clair. Et il ne faut pas que ce soit un cahier de charge importé. Parce qu'en important le cahier de charge, on importe les faiblesses du cahier de charge par rapport à notre environnement. Voilà, nous allons passer encore 5 minutes. On me fait signaler d'espoir du côté de la réalisation. Nous allons répondre à quelques questions de nos téléspectateurs rapidement. Oui. Et la première question, comment peut-on cultiver les pommes de terre irriguées sur un sol à texture sablo-limoneux? Qui prend la parole pour répondre à cette question? Emmanuel, je peux y aller rapidement. Et puis Jean-Pierre, mais la précision, c'est que le sol était à Marois. Oui. À Marois, le plus gros facteur limitant, c'est la température moyenne et l'amplitude thermique. Donc, si ça avait été à Mokolo, par exemple, tout près de Marois, dans les montagnes, ce serait encore possible. Mais s'il veut essayer cette pomme de terre à Marois, en fait, il n'a aucune chance d'avoir une bonne productivité. Parce que la pomme de terre nous vient de la cordillère des Andes. Voilà. Donc elle vient d'Amérique du Sud, où les températures ressemblent à celles de l'Ouest Cameroun, et on a un phénomène d'évapotranspiration de la plante qui est... L'évapotranspiration, c'est lorsque la plante respire très fort et dépense beaucoup d'énergie pour se nourrir à cause de la température. Cela affecte la nutrition minérale dans le sol. Donc, on ne peut pas faire de la pomme de terre dans un sol en plus sablo-limoneux, c'est-à-dire que s'il était à texture argilo-limoneuse, on pourrait peut-être, avec beaucoup d'irrigation, arriver à faire quelque chose. Mais un sol sablo-limoneux va laisser passer les éléments nutritifs, va lessiver l'eau, tout ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'il force pour faire la pomme de terre dans un endroit où ce n'est pas adapté. Voilà. Et l'autre question du téléspectateur, comment donc utiliser mon sol, ce sol dans lequel il n'y a que du bokassa, que doit-on y mettre? Bokassa, c'est une herbe, hein? Oui, en fait, c'est le Chromoline odorata. C'est le nom scientifique, mais je ne sais pas comment. Ça s'appelle différemment dans plusieurs régions. Oui, tout à fait. Mais quand vous trouvez du bokassa, l'herbe dont il décrit quelque part, en fait, c'est l'expression de l'acidification à l'extrême de ce sol. Donc, tous les sols qui sont acidifiés ont généralement comme seule herbe soit le bokassa, soit l'imperata. L'imperata, le sisongo. Oui, vas-y. La paille. Voilà. Maintenant, je profite de cette question. La paille. Non, pas sisongo. Non, pas la paille. Sisongo, c'est plutôt signe de fertilité. Je profite de cette question pour répondre aussi à une autre question, préoccupation par rapport à ceux qui attendent le pH mètre et les kits NPK. Oui. En fait, ces kits seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Donc, ils peuvent appeler soit la boîte gris, soit moi directement, et on va leur dire quelles seront les conditions pour accéder à ces sols. Justement, si vous trouvez votre sol avec le bokassa, sachez que ça veut dire que le niveau d'acidité est très bas. Et vous pouvez le vérifier avec un pH mètre simplement. Voilà, on termine avec la dernière question des téléspectateurs. Peut-on avoir des incubateurs autres qu'électriques? Oui, très bonne question. En fait, en zone rurale, et même pas seulement en zone rurale, tout à l'heure, en entrant dans ce studio, on nous avait coupé la lumière en ville. Donc, même en ville, de temps en temps, la lumière s'en va. Et il y a quelle alternative? Il y a quelques alternatives, justement, que l'Université de Tian est en train de développer à travers quelques personnes que je connais là-bas. L'incubateur, soit à pétrole, soit même à énergie solaire. Et je peux le dire, en fait, cette invention est presque terminée et n'attend plus que peut-être un financement pour être développée. Voilà, j'espère que le symposium sera l'occasion de présenter ça. Alors, c'est donc pas de course. Alors, président, pour terminer le symposium, c'est quand la date 29, 30, 31 mars 2018 au campus universitaire à Yaoundé. Voilà. L'Université catholique d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Ouais. Madame, monsieur, merci. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette autre édition d'Agripan. Merci à ces téléspectateurs qui ont appelé pour contribuer, poser des questions. Merci également à nos experts, merci à la grande équipe technique derrière les machines pour permettre d'avoir cette émission chez vous. Madame, monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.